Bonjour, merci Bernard pour cette introduction. Merci d'être venu aujourd'hui pour cette conférence où je vais vous montrer quelques exemples où effectivement on peut voir que la physiologie comparée va permettre des innovations biomédicales, c'est-à-dire des innovations qui vont permettre d'améliorer le sort de nos congénères, de nous en tant qu'espèce humaine, de traiter des maladies. Et ces solutions, elles sont inspirées par la nature, elles sont bio-inspirées. Alors peut-être on peut commencer par définir ce que c'est que la physiologie comparée. La physiologie, c'est typiquement ce qu'a étudié Claude Bernard. C'est le fonctionnement des organismes vivants, c'est comment est-ce que les organes, les tissus d'un organisme coopèrent pour maintenir constantes les constantes de ce que Claude Bernard a appelé le milieu intérieur, ce qui va donner une notion fondamentale en physiologie qui est l'homéostasie. On maintient constant les conditions à l'intérieur de l'organisme pour permettre à nos cellules de fonctionner parfaitement. Et donc, Claude Bernard a été l'instigateur de cette discipline de la biologie qu'est la physiologie. La physiologie comparée, qu'est-ce que c'est? On va essayer de comparer les organismes vivants. Ça fait presque 4 milliards d'années que la vie existe sur la planète. On espère que ça va durer encore longtemps. Mais les organismes ont été de tout temps confrontés à des contraintes du milieu et ont dû trouver des solutions pour s'adapter, pour survivre. Et ces solutions, on va le voir, on va en voir quelques-unes, ne sont pas toutes les mêmes, ne sont pas toutes similaires entre les organismes, et on peut apprendre des choses en comparant la physiologie des organismes. Et Claude Bernard lui-même a été l'instigateur de la physiologie comparée, puisqu'il a promu l'utilisation de modèles animaux avant de passer sur l'homme. C'était quand même un peu plus sécurisant de tester d'abord sur l'animal. Donc aujourd'hui, je vais balayer un certain nombre d'exemples. Vous avez quelques animaux ici sur cette fresque que j'ai utilisés pour illustrer différentes solutions bio-inspirées. Donc comme l'a rappelé Bernard, moi je suis professeur à l'Université de Lyon et pendant une bonne partie de ma carrière, j'ai étudié les adaptations des organismes à des contraintes environnementales. Alors pendant longtemps, pendant plus de 25 ans, j'ai étudié les adaptations des manchots en milieu polaire, un programme qui était financé par l'Institut polaire, Paul-Émile Victor, qui finance des recherches dans ces zones extrêmes, parce qu'il faut aller sur le terrain pour trouver des manchots. C'est financé par le CNRS et l'Université Claude Bernard Lyon 1. Ce qui m'a donné l'occasion de travailler sur des oiseaux extraordinaires, comme le manchot empereur, comme le manchot Adélie, comme le manchot royal, un petit peu plus au nord. Pour cela, il a fallu aller sur le terrain, il a fallu aller jusqu'en Antarctique. Un petit peu de terminologie. Pourquoi l'Antarctique? Pourquoi est-ce que ce 6e continent s'appelle comme ça? C'est par opposition à l'Arctique. L'Arctique, c'est où? C'est au nord. Ce nom dérive de quoi? De Arctus, qui veut dire ours en grec. L'Arctique, c'est le pays des ours. Au nord, il y a des ours blancs. L'Antarctique, c'est au sud, c'est le pays où il n'y a pas d'ours, mais où il y a des manchots. Des manchots qui sont des oiseaux. Des oiseaux qui sont uniquement trouvés dans l'hémisphère sud, à la différence des pingouins. Ou en français, les pingouins, on les trouve dans l'hémisphère nord. Sur les côtes bretonnes, il y a des pingouins. Les macareux, ça appartient à la grande famille des pingouins. Et sur toutes les côtes de l'Europe du Nord, on va trouver des pingouins. Ce sont des oiseaux du Nord qui volent, à la différence des manchots au sud qui ne volent plus. Donc, dans les dessins animés où on voit cohabiter allègrement les ours blancs, les manchots, ça coince un peu. Qu'est-ce que nous apprennent ces organismes extrêmes? Ils nous apprennent effectivement qu'on peut trouver des solutions pour répondre à des contraintes environnementales. Et on peut essayer de mimer ces solutions. C'est ce qui est appelé le biomimétisme, qui vient du grec bios, c'est mimésis, imitation. On essaye d'imiter le vivant, mais pas pour faire juste pareil, peut-être pour aussi améliorer des techniques existantes. Et un des précurseurs de ce type de façon de faire, c'est Léonard de Vinci, qui a observé largement le monde animal pour en tirer des modèles à l'image des ailes des oiseaux pour essayer de voler, pour répondre au vieux rêve d'Icare de pouvoir voler. Et donc Léonard de Vinci a mis en avant le fait qu'examiner, étudier la nature, ça peut être source d'innovation pour le futur. On peut s'inspirer du vivant, c'est ce qu'on appelle la bio-inspiration à l'heure actuelle. Le vivant est une source d'inspiration dans de multiples domaines. Dans
le quotidien, vous utilisez le velcro pour faire adhérer des tissus. Bah, c'est typiquement une innovation bio-inspirée, puisque ça mime quoi? Bah, ça mime les crochets de la fleur d'une plante, la bardane, qui, grâce à ces crochets, va s'accrocher aux poils, aux plumes des animaux, pour disséminer ses graines, alors que la plante est immobile. Un premier exemple de bio-inspiration qui aboutit à une application technique qu'on utilise au quotidien. Et j'ai comme ça rassemblé un certain nombre d'autres exemples, les termitières, les requins, les abeilles. Cet oiseau sont source d'inspiration. La termitière, pourquoi? Parce que les termites sont des architectes phénoménaux qui ont construit de grandes structures où il faut faire circuler l'air, où il faut réguler la température, donnant une inspiration à des architectes qui ont construit des bâtiments typiquement et directement inspirés des termitières. Et on applique ici des solutions que le vivant a déjà trouvées. Le requin, ça fait des millions d'années que cette espèce existe sur Terre, dans la mer. Pourquoi est-ce que cette espèce est aussi bien adaptée à son milieu? Parce qu'elle dispose à sa surface d'une peau très glissante dans l'eau. Elle permet une pénétration du requin dans l'eau qui lui permet d'attraper plus facilement ses proies. Ben, qu'est-ce qu'on a pu imaginer à partir de ça? Une combinaison qui va améliorer les compétences et les capacités des nageurs, au tel point que maintenant c'est plutôt interdit dans les compétitions officielles, bien évidemment. Les abeilles, voilà encore d'autres architectes qui ont construit ces alvéoles pour y mettre leurs larves et construire du miel. Ben, on peut s'en inspirer pour créer des matériaux alvéolés qui sont très légers, mais qui supportent beaucoup la pression. Autre exemple de bio-inspiration. Et cet oiseau-là, qui est un martin chasseur, pas pêcheur, mais chasseur, il a un bec arrondi. Ben, il a inspiré des ingénieurs japonais pour redessiner la tête de leur TGV, parce que ça créait des turbulences d'aller très vite, et ça faisait beaucoup de bruit en traversant les tunnels. Et ben, cette forme plus aérodynamique a permis de réduire les turbulences. Autre exemple d'une bio-inspiration qui aboutit à une solution technologique. On pourrait en citer plein comme ça. Hein. Les ailes des avions maintenant sont légèrement recourbées aux extrémités pour mimer les ailes des oiseaux qui font des grandes distances, les oiseaux migrateurs, la cigogne. Et ben, ça crée une structure qui limite les turbulences avec l'air, améliorant la pénétration dans l'air. Les ailes des planeurs, directement inspirées des ailes de grands voiliers que sont les albatros hurleurs, on retourne dans l'hémisphère sud. Le gecko, voilà une bestiole qui est capable de s'accrocher à des parois très lisses. Eh ben, ça a permis, grâce à la structure particulière de la peau au niveau de ses pattes, d'inventer des adhésifs très performants qui s'inspirent directement de la structure du gecko. Autre illustration, certains papillons vont avoir des ailes pratiquement transparentes. En fait, elles ont une capacité à réémettre la lumière sans reflet. Ben, on peut imaginer des surfaces similaires pour nos écrans, pour nos portables, pour nos ordinateurs. Vous avez peut-être été de la génération qui a utilisé la peau de phoque sur ses skis. Et ben, c'est de nouveau typiquement une inspiration tirée du vivant pour mimer la structure particulière du pelage chez les phoques, qui permet la glisse dans un sens et plutôt résistante dans l'autre. Voyez quelques exemples autres de bio-inspiration. On peut aussi s'inspirer du comportement des animaux. Si les oiseaux migrateurs adoptent ces organisations particulières en V, caractéristiques qu'on voit ici, ce n'est pas un hasard. Il a fallu attendre, vous voyez, ça date à peine d'une dizaine d'années, dans la revue Nature, une étude a permis de mesurer l'avantage d'utiliser ce type de stratégie. Comment? En implantant au-dessus des oiseaux, collés sur les plumes, des capteurs de localisation, des capteurs de mesure de la fréquence cardiaque. Et à partir de là, on peut apprécier l'énergie dépensée par les oiseaux qui volent. À ce moment-là, on peut suivre les oiseaux qui volent avec leurs capteurs. Et on a pu déterminer que l'oiseau qui était en tête, c'est celui qui dépensait le plus. Ceux qui suivent profitent des turbulences de l'air de celui qui est devant et économisent l'énergie. Bien évidemment, il ne faut pas que ce soit toujours le même devant. Alors ça permet quoi? Ça a inspiré des stratégies ergonomiques. Si on voit les cyclistes du Tour de France qui adoptent ces stratégies-là, c'est pour faire des économies. Ceux qui sont planqués au milieu du peloton, forcément, économisent de l'énergie par rapport aux autres.
on économise de l'énergie jusqu'à imaginer un programme pour les avions. Et Airbus a imaginé dans les années 2019 un programme qui s'appelait Fellowfly, où on ne fait plus voler les avions tout seuls, mais on les fait voler en escadrille. L'avion qui suit profite des turbulences de celui qui est devant, ce qui va permettre des économies de carburant. Et vu la flambée du prix des carburants, ça peut être intéressant. Vous voyez, un autre exemple de solution bio-inspirée. Donc il y a un organisme en France qui s'appelait avant le Centre européen d'excellence, qui est maintenant le Centre d'études et d'expertise sur le biomimétisme, qui recense les solutions bio-inspirées qui ont abouti à des solutions industrielles. Et cet organisme accompagne les innovateurs qui ont envie effectivement de développer des solutions industrielles. Et donc, dans le rapport de 2018, ont été recensés bon nombre d'applications, on ne va pas toutes les voir ici, qui illustrent des adaptations dans le domaine du vivant. Dans la thérapeutique, on est capable d'innover. Mais en fait, c'est ce qu'on fait depuis toujours. On s'est inspiré de l'observation du vivant pour accumuler une connaissance de molécules censées traiter un certain nombre de pathologies. La pharmacopée traditionnelle a accumulé un certain nombre de poudres, avec quelquefois des allégations pas vraiment vérifiées. Et lorsque Claude Bernard, dans ses jeunes années, a travaillé comme préparateur en pharmacie, il a été assez horrifié de voir qu'on donnait aux gens des molécules pas vraiment efficaces, sur aucune base réellement scientifique avérée. Et donc, au début, il avait un grand mépris pour la pratique médicale. Heureusement, ça a changé un petit peu après. Mais il a fallu le développement de sciences, comme la pharmacognosie au départ, la connaissance du médicament, qui donnera ensuite la pharmacologie. Il faudra aussi les pratiques expérimentales que va proposer Claude Bernard, avec des méthodes rigoureuses d'évaluation des conséquences de certaines modifications, pour aller plus loin dans la compréhension, effectivement, que certaines molécules naturelles peuvent être actives parce qu'elles contiennent des principes actifs. Et donc, à partir des végétaux, de certains végétaux, on a effectivement isolé des molécules actives. La morphine, la codéine, on la tire du pavot. La quinine, qu'on a beaucoup utilisée comme agent antipyrétique, est encore utilisée à l'heure actuelle comme antipaludique. C'est tiré d'un petit arbuste, le quinquina. Le saule blanc, qui contient une molécule, l'acide salicylique, qui, si on le modifie un petit peu, donne l'aspirine, l'acide acétylsalicylique, tiré initialement d'un végétal. Certains végétaux sont toxiques. L'if commun, on sait que cette plante est toxique. Depuis l'Antiquité, on sait que c'est toxique. Ne serait-ce que parce qu'on trouvait des animaux morts juste en dessous des branches et des feuilles de l'if commun. Pourquoi ces plantes, ces feuilles sont-elles toxiques? C'est parce qu'elles contiennent une molécule dont on a tiré profit pour en faire quoi? Pour en faire une molécule anticancéreuse. Et le paclitaxel, pas facile à dire, ici, c'est un anticancéreux efficace, tiré d'une molécule qui est présente chez l'if commun. Vous voyez de multiples sources d'inspiration tirées ici de l'observation du vivant. Lorsqu'on a commencé à mieux comprendre les mécanismes physiologiques qui contrôlent les processus, notamment les catécholamines, comme l'adrénaline que l'on sécrète tous, qui contrôlent bon nombre de fonctions physiologiques, on a pu imaginer des molécules soit qui allaient reproduire l'action de l'adrénaline, soit bloquées. Et on a accès ici à toute la pharmacologie des bêta-bloquants pour moduler le rythme cardiaque, tiré d'une molécule naturelle. Pour faire plaisir à Bernard, lorsqu'on a caractérisé l'insuline et qu'on a pu la synthétiser in vitro, vous voyez que là on a un médicament qui va être crucial pour tous les diabétiques insulinodépendants. Plus récemment, en caractérisant des hormones, notamment des hormones produites par le tube digestif, des hormones cruciales pour réguler la prise alimentaire. On a pu essayer de reproduire l'action de cette molécule qui s'appelle le GLP-1, qui est un peptide qui agit sur des récepteurs. Si on reproduit l'action de ce peptide naturel, on fait des agonistes du GLP-1, c'est une molécule anti-obésité. Elle freine la prise alimentaire. Et elle se révèle aussi très efficace contre le diabète. Elle se révèle aussi très efficace contre l'hypertension.
Vous voyez là des molécules qui vont avoir des effets thérapeutiques très intéressants, à tel point que la revue Science, l'année dernière, a fait des agonistes du GLP-1 l'une des découvertes majeures de l'année. Vous voyez l'importance donnée à ce type de produit. Bio-inspiré. Si on en revient à ma première diapo, est-ce que toutes ces espèces exotiques que j'ai illustrées ici peuvent nous apprendre des choses nouvelles? Alors je décomposerai ça en plusieurs aspects. Il y a des innovations qui sont brevetées, qui sont déjà appliquées. On en voit tout de suite les applications dans le domaine thérapeutique. Des innovations brevetées, mais qui sont en cours de test, pas encore vraiment passées dans l'utilisation. Et puis des innovations, peut-être avec des applications futures, mais des innovations potentielles. On peut commencer par la plus simple d'entre elles. Certaines d'entre vous sont peut-être acmophobes ou bélonéphobes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ceux qui ont peur des piqûres. Des aiguilles surtout, parce que ça fait mal, forcément. Pourtant, il existe un organisme qui nous pique sans qu'on s'en rende compte. Lorsqu'on s'en rend compte, c'est que le moustique a injecté sa salive qui déclenche une réaction inflammatoire et ça démange. Mais le moustique, quand il nous pique, on ne le sent pas. Comment fait-il pour piquer sans qu'on le ressente? C'est parce que la trompe du moustique, juste ici à l'extrémité, ça ressemble à ça si on grossit. C'est composé de mandibules, dont certaines, très acérées à l'extrémité, vont permettre de piquer la peau, d'insérer la totalité de cette affaire-là, surtout cette partie des maxillaires-là qui va permettre de rechercher les vaisseaux sanguins c'est la femelle qui fait ça, ou la fourbe, qui va sucer le sang pour faire ses œufs et assurer la reproduction de l'espèce. Et en fait, ce dard-là, il n'est pas complètement régulier, il est légèrement conique. Donnant l'inspiration, pourquoi est-ce qu'on ne s'inspirerait pas de cette forme-là pour faire des aiguilles? Et plutôt que de faire une aiguille tubulaire, de faire une aiguille plutôt conique, avec une extrémité acérée, comme l'est le dard du moustique. Et à partir des années 2007, on a imaginé des aiguilles comme ça. Ça a été raffiné quelques années plus tard avec des micro-aiguilles. Vous voyez qu'on est à 5/10 de millimètre d'épaisseur à l'extrémité, un peu plus large à la base, ça fait quelques millimètres. Vous avez des aiguilles on ressent la piqûre, mais c'est beaucoup moins douloureux et ça va permettre des injections répétées, notamment pour injecter l'insuline, pour injecter des vaccins en sous-cutané. Et tout ça, c'est bio-inspiré, c'est tiré du moustique. Il a quand même une utilité, ne serait-ce que pour ça. Autre solution bio-inspirée. Dans beaucoup de situations, on a besoin d'oxygéner des tissus. Soit on veut maintenir des greffons avant de les transplanter, et donc il faut maintenir l'intégrité fonctionnelle des tissus. Soit on a des tissus lésés, par exemple la peau qui est brûlée, et donc elle va être moins vascularisée, et donc elle souffre du manque d'oxygène. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de certains vers marins, notamment ici le ver arénicole? Ce ver, en fait, on le voit, sans s'en rendre compte, sur nos plages. Lorsque vous voyez ces petits monticules de sable, là, c'est ce ver arénicole qui a produit ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il avale le sable et il en cherche à l'intérieur ses aliments et il rejette le sable de l'autre côté et ça fait ces petits tortillons à la surface. La question qui se pose, c'est que voilà un organisme marin qui, avec la marée, quelquefois se retrouve hors de l'eau. Comment fait-il pour respirer alors qu'il respire dans l'eau? Comment fait-il pour supporter des périodes où il y a moins d'oxygène pour lui? Un chercheur a essayé de découvrir ça. Il a montré que la capacité de ces vers à supporter ces périodes d'hypoxie était liée au fait qu'il synthétisait une grosse molécule, l'érythrocruorine, qui est un analogue de l'hémoglobine que l'on a dans nos globules rouges et qui nous permet de transporter l'oxygène. Sauf que cette molécule, elle n'est pas dans des globules rouges, elle est dans le plasma du ver, et elle est plus grosse, elle a une capacité à transporter l'oxygène bien plus importante que l'hémoglobine de nos globules rouges. Donnant l'idée à Frank Zahl, qui a étudié, il était directeur de recherche au CNRS, et il étudiait les adaptations de ces vers arénicoles, à partir de ça, il a fondé sa société, la société Emarina. Il a réussi à cultiver ces vers dans des grands bassins, et de ces vers, il a tiré une molécule qu'il a appelée Hémo de Life, une molécule inspirée de cette hémoglobine de ce ver,
qui est capable de transporter beaucoup plus d'oxygène, 40 fois plus d'oxygène que l'hémoglobine des vertébrés. Et ça, c'est utilisé par comment? Eh bien, c'est utilisé pour conserver des greffons, et ça a été appliqué à des greffons de foie, de rein. Il y a eu des tests aussi sur du pancréas, du cœur, pour améliorer la survie de ces tissus. Il y a eu des essais aussi sur des grands brûlés, où des cataplasmes, des pansements contenant cette molécule, a amélioré la cicatrisation de la peau, parce que la peau était mieux oxygénée. Il y a eu une tentative il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, lors de la Covid, où bon nombre de nos congénères ont souffert de quoi? Eh bien, de problèmes respiratoires, d'imaginer que si on leur perfusait cette molécule, eh bien, on allait améliorer l'oxygénation de leurs tissus. Il y a eu un protocole qui est publié, mais le test clinique n'a pas eu lieu. C'est dommage. Donc on ne sait pas encore si ça peut être une autre application de cette molécule dérivée du ver arénicole. Alors ces vers marins sont source de beaucoup d'inspiration. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces vers pour réparer des tissus? À l'image de ce que fait le ver de château de sable, de son petit nom latin Phragmatopoma californica, très fréquent dans l'océan au bordure de la Californie, d'où son nom. Qu'est-ce qu'il fait ce ver? Eh bien, il s'enveloppe dans des grains de sable qu'il colle entre eux, en sécrétant un polymère qui est une colle naturelle qui polymérise dans l'eau. Il va faire des grandes structures comme ça, jusqu'à former des gros rochers qui sont composés par le ver qui a aggloméré, qui a collé des morceaux de sable entre eux. Est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de ça pour faire des choses? Pour notamment coller des tissus. Et c'est l'idée d'un chercheur américain de l'université de l'Utah qui a publié il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, une solution où en chirurgie, qu'est-ce qu'il a fait sur de la chirurgie fœtale? Plutôt que d'avoir des fils de suture un peu gros, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a utilisé un polymère dérivé du polymère produit par ce ver des sables pour coller des tissus entre eux, pour réparer des tissus à partir de ça. Cette idée a été reprise il y a quelques années par une société en France, dans la région parisienne, la société Tissium, qui produit un polymère synthétique, qu'on voit ici, qui adhère à des tissus, ici du tissu sous-cutané du collagène. Vous voyez qu'il peut y avoir une interface importante entre ces deux sites-là. On peut polymériser ce gel sous UV et on va faire des sutures collées. On va réparer des tissus avec ce polymère. Et il y a plein d'applications thérapeutiques. On pourrait aussi imaginer avec ça réparer des tissus solides, de l'os. On va faire des collages des os lorsqu'il y a des multifractures. Je pense qu'il en est encore des tendons, mais peut-être c'est un espoir. Il y a d'autres organismes comme ça qui vont adhérer des molécules pour s'accrocher la moule qui s'accroche au rocher, elle crée un polymère qui va coller au rocher. Et cette petite grenouille du Costa Rica là, qui est venue nous visiter sous la douche un jour, elle adhère aux parois glissantes de la douche, humides, et pourtant elle tient très bien. C'est parce qu'à son extrémité de ses pattes, elle contient aussi un polymère qui lui permet d'adhérer à ses surfaces. Là encore, on pourrait s'inspirer des molécules présentes et produites par ces organismes pour imaginer des cols biologiques. Source d'inspiration aussi, l'araignée. On peut être arachnophode et avoir peur des araignées, mais il n'empêche qu'elles sont des bâtisseurs fantastiques qui vont construire des structures, des toiles d'araignées, qui ont peut-être probablement inspiré la création de filets pour pêcher chez l'homme. Est-ce qu'on peut faire des choses de ce fil qui constitue la toile? Parce que c'est un fil dont les propriétés mécaniques sont extraordinaires, très solides, très élastiques. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Alors, ce n'est pas facile à travailler, la soie d'araignée. Ne serait-ce que c'est difficile à élever. Pourquoi? Parce que très rapidement, elles deviennent carnivores et elles se mangent entre elles. Ce n'est pas terrible pour un élevage. Donc, il a fallu imaginer une solution où on a cloné le gène qui code pour les protéines qui forment le fil de soie, et on a fait exprimer ce gène dans d'autres organismes, dans des bactéries. Il y a même eu des tentatives chez la chèvre. Dans la glande mammaire de la chèvre, on faisait exprimer ce gène et on récupérait la protéine dans le lait. Génial. Pour nos agriculteurs, peut-être une solution. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce fil de soie, de cette protéine exprimée? On peut la récupérer,
Et on va voir qu'elle s'organise spontanément en longs filaments. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? On peut faire du fil pour en faire des vêtements. Et on a eu, il y a quelques années, la première parka constituée de fils d'araignée. Bon, elle était un peu chère, hein, mais pas très efficace parce que ça prend l'eau, le fil d'araignée. Et voilà, et ça se rétracte. Alors, forcément, là, c'est pas le lave-linge qui est en cause, c'est la structure propre même de cette affaire-là. Mais n'empêche qu'on peut faire des choses. Et il y a plein de sociétés, plein de biotech qui se sont lancées sur ce marché pour créer des protéines dérivées de la soie d'araignée. Qu'est-ce qu'on peut faire en thérapeutique? On pourrait imaginer des fils de suture particulièrement fins, particulièrement résistants. Et bien, cette idée a été utilisée, développée à partir du fil de certaines araignées, notamment des araignées qu'on a croisées au Costa Rica, notamment Nephila clavipes qu'on voit ici, qui construit un fil très solide, très fin. Et il y a une petite dizaine d'années, un petit peu plus, qu'est-ce qu'ont fait les chercheurs? Ils ont récupéré des fils de soie de cette araignée-là, qui est un peu moins collante que les autres. Ils l'ont tressée. Vous voyez qu'on a des structures ici tressées qui font quelques dizaines de microns, 1 millième de millimètre, c'est très très fin. Plusieurs centimètres de long. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Ils ont suturé des petits vaisseaux, suturé des nerfs. On a déjà des applications en chirurgie pour utiliser ce type de fils de suture qui sont bien tolérés, qui vont se dégrader naturellement. Voilà une alternative au nylon que l'on utilise très fréquemment. Donc une inspiration de nouveau à partir d'un phénomène naturel. Le fil d'araignée, ça peut nous servir à réparer des tissus. Le problème, c'est que lorsqu'on va se faire opérer, en général, on peut tomber malade parce qu'on va attraper de ce qu'on appelle les maladies nosocomiales. Nos hôpitaux ne sont pas stériles. Comment est-ce qu'on pourrait contourner cette difficulté? Par l'observation du vivant. Et on va observer que, par exemple, certaines espèces marines, notamment le requin des Galapagos, a une peau quasiment stérile. Très peu de bactéries peuvent s'accrocher sur la peau de ce requin. Alors que nous avons un microbiote cutané, on élève des bactéries sur notre peau, des milliards de bactéries. Le requin, lui, il est très propre. À quoi est liée cette propreté? C'est lié à la structure particulière de la peau du requin, qui est composée de petites écailles, des petites écailles qui se chevauchent, qui sont légèrement ondulées et qui ne sont jamais fixes, ce qui crée une surface où la bactérie a du mal à s'accrocher. On a ici une structure qui est un répulsif bactérien naturel. Bon, c'est bien pour le requin, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Une société américaine, la société Sharklet, Shark le requin, a imaginé une surface qui est pas lisse, mais qui est rugueuse, avec une structure inspirée de la peau du requin. Et sous cette forme-là, la surface se révèle être peu propice au développement bactérien. Et ils vendent ça, ils commercialisent ça sous la forme d'autocollants pour placer ça sur les portes, les poignées des portes dans les hôpitaux. Et ça marche. Au niveau expérimental, on peut voir que des bactéries comme Escherichia coli, qui causent quand même quelques soucis lorsqu'on est contaminé avec, a du mal à s'accrocher là-dessus, va moins proliférer, et on a une surface qui va limiter la prolifération bactérienne, inspirée, là encore, du vivant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre en regardant les organismes marins, toujours chez les poissons, pour imaginer des pompes cardiaques? Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait de nouvelles pompes cardiaques? Parce que les pompes à palettes habituelles, elles ont l'inconvénient que les globules rouges doivent traverser les palettes et risquent de se dégrader. Et donc on va abîmer les globules rouges lorsqu'on pompe le sang. C'est un problème. Donc en regardant la nage de certains poissons, comment est-ce que les poissons progressent dans un liquide? Ils ondulent. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ça pour faire progresser un fluide? Comment ça? En créant une pompe à membrane, où une membrane va bouger, va onduler dans un tube rigide. Et à ce moment-là, les ondulations de la membrane vont propulser le liquide. Ce principe-là, on peut le visualiser sur cette petite animation si ça marche, où on voit effectivement que la membrane va onduler, et lorsqu'elle ondule, le fluide va être poussé. Des pompes ont été imaginées à partir de ce principe. L'entreprise AMS Research and Design
un development a imaginé ça. En France, la société Coreware, de nouveau dans la région parisienne, a imaginé une pompe à membrane qui est une pompe pour assister les insuffisances cardiaques, avec une capacité de modulation du débit sanguin en fonction des besoins nutritifs, comme le ferait un cœur normal. Vous voyez de nouveau une solution thérapeutique bio-inspirée. Beaucoup de nos molécules thérapeutiques sont fragiles. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer la robustesse de ces produits? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de la robustesse des organismes vivants? Alors à ce moment-là, il faut s'intéresser au champion de la robustesse animale, le tardigrade. C'est une toute petite bestiole qui fait à peine 1 mm de long. On l'appelle l'ourson d'eau. Un joli nom pour cette bestiole qui a 4 paires de pattes. C'est tout petit. C'est vraiment un animal qui survit à des contraintes qu'on a du mal à imaginer. Il survit quelques minutes si vous le placez à moins 272 degrés, près du zéro absolu. Il est toujours vivant. Vous le ranimez, il est là. Vous l'exposez à plus 151 degrés. Il va résister quelques minutes, alors que nous, on aurait bien du mal. Il résiste au rayonnement, au rayon X, à des doses phénoménales, plus de 700 fois la dose maximale chez l'homme. À des grandes pressions, 7,5 gigapascales, on ne s'imagine pas ce que c'est la pression qu'on trouverait à 180 km de profondeur. Vous imaginez la pression exercée. Il est toujours là. On l'emmet dans l'espace. Il résiste au vide spatial. Il résiste au rayonnement cosmique ultraviolet. Il y a même une colonie de tardigrades qui est sur la Lune actuellement. Parce qu'il était dans une capsule spatiale qui s'est écrasée sur la Lune par hasard. Il y a des tardigrades qui sont sur la Lune. Bon, l'absence d'eau et d'oxygène va faire qu'il ne va pas pouvoir se développer, mais peut-être qu'il est encore en vie si on les récupère. Peut-être qu'ils vont revenir à la vie. Ça pose quand même un problème, un questionnement. Comment font ces bestioles pour résister à ça? Ou nous, on aurait bien du mal. Eh bien, en fait, cet animal survit parce qu'il pratique l'anhydrobiose. Il est capable de perdre presque la totalité de son eau. Il entre dans un stade qu'on appelle la cryptobiose, le nom savant de ça, qui est un stade où l'animal a perdu de l'eau et il devient super résistant. Si vous lui redonnez de l'eau, il est capable de retrouver sa forme et son activité normale. Voilà une bestiole qui a trouvé une sacrée stratégie. Sauf que si vous desséchez le corps, vous desséchez les cellules vont mourir. Comment font-elles pour résister? Eh bien, l'animal va produire des sucres, des protéines qui vont préserver l'intégrité des cellules. Et ce sont ces molécules qui vont assurer la survie des cellules. Donnant l'idée à un chercheur américain, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces protéines pour améliorer la survie de certains produits thérapeutiques? Par exemple, pour traiter des hémophilies, des difficultés de coagulation sanguine, on peut introduire des facteurs de coagulation, notamment le facteur 8, qui est très fragile. Donc, ce n'est pas facile de le conserver. Si vous l'associez à des protéines inspirées du tardigrade, vous améliorez la durabilité de cette molécule. Vous améliorez la robustesse du produit. Vous voyez donc que toutes les possibilités d'application de ce type de molécules pour conserver des molécules sans congélation. Le problème des vaccins ARN qu'on a beaucoup utilisés ces dernières années, c'est qu'ils sont très fragiles, il faut les conserver congelés. C'est la chaîne du froid, pas toujours facile à maintenir. Vous avez peut-être une possibilité de conserver des vaccins sans congélation, de stabiliser des produits fragiles pour conserver leur intérêt thérapeutique. Et tout ça, on le doit à cette petite bestiole. Ce magnifique papillon peut aussi être une source d'inspiration, notamment en imagerie. Ce magnifique papillon, c'est le morpho. C'est un gros papillon, ça fait jusqu'à 15-20 cm d'envergure, donc c'est énorme. Il a des ailes magnifiques, des ailes multifonctions. Ça lui permet bien sûr de voler. Ça lui permet d'échanger de la chaleur, se chauffer, se refroidir s'il fait trop chaud. Bien sûr, c'est un attrape. Plus il est bleu, plus il va attirer les femelles, bien sûr. Évacuer l'eau. Et cet animal est capable de plonger pour attraper des proies. Il ressort de l'eau, il n'a pas besoin de se sécher, ses ailes sont déjà sèches, pas facile à dire. Et ça empêche la fixation de poussière de bactéries.
ça pose aussi des problèmes. Comment est-ce que les ailes de ce papillon sont-elles capables de faire tout ça? Eh bien, c'est lié à la structure même de la surface de l'aile, où on voit ces petits replis là, qui font moins d'1 micron d'épaisseur, qui assurent une bonne partie de ses fonctions. Les ailes du papillon sont bleues, mais le papillon ne produit pas de pigment bleu. C'est une couleur structurelle qui est liée à l'organisation de cette petite plaque ici, qui réverbère dans la lumière visible uniquement la longueur d'onde dans le bleu, donnant la couleur au papillon. Donc c'est la structure de ces ailes qui lui confère sa couleur bleue. Ces capacités, ces propriétés de ces ailes ont donné des idées dans l'industrie. Pour éviter que les surfaces ne s'échauffent trop, on peut s'inspirer de la structure de la surface du morpho pour faire des panneaux solaires qui chauffent moins, parce qu'on sait que l'efficacité de production d'électricité diminue lorsqu'il fait trop chaud. On adapte la surface de ces panneaux solaires en s'inspirant de la surface des ailes du papillon. On est un peu loin de la thérapeutique, là. Ce papillon a une autre caractéristique très intéressante, ses yeux. Les yeux du papillon morpho ont une sensibilité multispectrale, c'est-à-dire qu'ils sont capables de voir la lumière à différentes longueurs d'onde, dans le visible, mais aussi dans l'infrarouge. Ce qui a donné l'idée de créer une caméra également capable de prendre des images dans le visible, mais aussi dans l'infrarouge. À ce moment-là, on peut simultanément visualiser l'anatomie, ici chez un animal, la souris, et on peut visualiser des molécules qui émettent dans l'infrarouge. Des molécules de contraste qui vont permettre d'identifier des zones, par exemple, cancéreuses. Et ça, c'est déjà impliqué dans la chirurgie, où, grâce à cette caméra, les chirurgiens peuvent à la fois visualiser l'anatomie, mais peuvent aussi visualiser une molécule de contraste qui va permettre de localiser les zones cancéreuses qu'il faut enlever. Vous voyez que cette technologie est directement inspirée de ce papillon. Est-ce qu'on peut de nouveau s'inspirer de la robustesse des organismes pour trouver de nouveaux antibiotiques? On est assez pauvre en antibiotiques. Et vous le savez, beaucoup des organismes, des bactéries, deviennent résistantes aux antibiotiques. Et donc, on se heurte à des difficultés. Peut-être qu'on peut s'intéresser à un animal pas si éloigné de chez nous, la poule, ou plutôt son œuf. L'œuf de poule, voilà une structure que trouvée par l'évolution qui est extraordinaire. Alors, je ne sais pas qui de la poule et de l'œuf était avant, mais probablement l'œuf. Mais voilà une structure qui doit protéger mécaniquement l'embryon qui va se développer là-dedans, donc il faut qu'il soit solide, qui doit quand même permettre des échanges, parce que l'embryon il va respirer, donc il faut que les gaz pénètrent, mais il ne faut pas que les bactéries pénètrent. Et donc il va falloir une structure très particulière pour protéger, notamment au niveau microbiologique, l'embryon à l'intérieur de l'œuf. Et donc une équipe de l'INRA à Tours, étudie ces mécanismes de défense de l'œuf. Et notamment, ils ont mis en évidence que la membrane qui entoure l'embryon en croissance, qu'on appelle d'un nom savant la membrane chorioallantoïdienne, mais bon, pas grave, cette membrane contient des molécules antimicrobiennes, du lysozyme, comme chez nous. Nous avons aussi du lysozyme pour nous défendre contre les agents pathogènes, mais aussi des protéines qui sont des antibiotiques, qui sont capables de détruire des agents étrangers. Et donc, à travers plusieurs publications de cette équipe-là, notamment Sylvie Réau-Gobert, qui travaille dans cette équipe-là à l'INRA, ils ont mis en évidence des protéines qui sont de nouveaux antibiotiques que l'on peut trouver chez l'homme. À ce moment-là, on pourrait s'inspirer de ces protéines pour imaginer de nouveaux antibiotiques. Ce résultat a été breveté il y a quelques années et est en cours de tests pour des applications. On va chercher des antibiotiques dérivés de ces défensines des oiseaux. Je ne peux pas vous parler d'oiseaux sans vous parler de manchot, bien évidemment. Notamment du manchot royal, qui est un oiseau marin. Il va passer les 3/4 de sa vie en mer. Et ce n'est pas la mer des Caraïbes. C'est bien sûr une eau très froide, à 2-3 degrés au maximum. Où l'oiseau
va devoir chasser pour trouver ses proies. Mais les proies ne sont pas juste à côté de la zone de reproduction dans l'archipel Crozet, on est dans la zone subantarctique. Pour aller trouver ses proies, les oiseaux doivent nager plein sud jusqu'à une structure qu'on appelle le front polaire. C'est la limite des eaux qui entourent le continent antarctique et les eaux de l'océan Atlantique, l'océan Pacifique de l'autre côté. C'est à ce niveau de convergence que vous allez trouver une richesse de proies très importante où ces oiseaux viennent se nourrir. Donc pour se nourrir et pour rapporter de l'aliment pour son poussin, les oiseaux, les parents, doivent effectuer des voyages alimentaires de plusieurs centaines de kilomètres, ce qui fait aller-retour plus de 1000 kilomètres pour ramener l'aliment au poussin. Forcément, ça ne se fait pas en quelques heures. Ça va prendre des jours. Et l'oiseau va rester pour nourrir son poussin pendant également plusieurs jours, une semaine à 10 jours. Il faut donc que les proies que l'animal stocke dans son estomac se conservent pendant tout ce temps-là. Comment fait-il pour conserver ses proies? Eh bien, l'estomac de ces oiseaux produit de nouveau une molécule protectrice, de nouveau une défensine, qui est une protéine antibactérienne, antifongique. Elle va empêcher la dégradation de l'aliment dans l'estomac de ces manchots. Et c'est Cécile Touzeau, notamment à Strasbourg, qui a contribué à mettre en évidence cette protéine, qui a montré son effet antifongique, notamment contre un champignon qui nous préoccupe beaucoup parce qu'il est responsable de pneumopathie chez l'homme, l'aspergillose. Eh bien, si vous faites ça sur des cultures de ce champignon in vitro, ben, vous pouvez avoir, s'il n'y a pas de système de défense, des spores qui apparaissent. Si vous mettez la molécule, la défensine du manchot qui a été appelée la sphénicine, eh bien, vous voyez que vous réduisez grandement la prolifération des spores. C'est une molécule antifongique. De nouveau, cette molécule a été brevetée et il y a des recherches pour essayer de l'appliquer à la conservation, notamment des aliments, mais pas que. De nouveau, une molécule antibactérienne, antibiotique naturelle. À titre anecdotique, un film produit il y a quelques années, 2016 je crois qu'il est sorti, qui s'appelait Le secret des banquises. Le scénario, il est basé sur la découverte de ces molécules antibiotiques et la compétition entre une équipe française et une équipe américaine, etc. Donc, voilà, à titre anecdotique. Ben, cette histoire a été reprise au cinéma. Comme le rappelait tout à l'heure Bernard, est-ce qu'on peut s'inspirer de certains organismes pour lutter contre un fléau que l'on va trouver dans l'espèce humaine? Si on manque d'activité, on perd du muscle. Et comme le disait tout à l'heure Bernard, certains organismes sont capables de rester inactifs pendant de très longues périodes sans trop perdre de muscle. On en perd un petit peu, 10 à 20% de la masse musculaire, mais c'est très peu. Sur la même période, un sujet humain en perdrait plus de la moitié. Donc les marmottes, les laireaux, les hibernants, les ours aussi ne vont pas passer ces longues périodes hivernales sans bouger dans leur tanière, donnant l'idée à certains d'aller voir comment faisait cette bestiole pour ne pas perdre de muscle. Et ces deux chercheurs, notamment Étienne Lefay à Clermont-Ferrand et Fabrice Bertil, on retourne à Strasbourg, qui ont mené un certain nombre d'études pour trouver les mécanismes responsables de la résistance à la fonte musculaire en période d'inactivité. Il faut seulement prendre des risques et aller chercher l'ours dans sa tanière, forcément, pour aller faire ne serait-ce que des prises de sang. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé différents mécanismes potentiels qui pouvaient expliquer ce phénomène-là, notamment des modifications de la signalisation cellulaire, avec une très forte réduction de molécules qui font quoi? Qui stimulent l'atrophie musculaire. La dégradation des protéines musculaires sont fortement stimulées par le TGF-bêta. Il y a une diminution de la production de cette protéine chez l'ours en période hivernale. Et par contre, il y a une augmentation d'une autre protéine qui est un facteur stimulateur de la masse musculaire, en stimulant la synthèse musculaire. On voit donc que cet ours a trouvé des mécanismes physiologiques pour adapter la conservation d'un tissu, le muscle, dans une période où le muscle est inactif. Et donc ça a plein d'applications potentielles dans les cas où vous êtes alité pendant longtemps. Et on imagine à l'heure actuelle que bon nombre de la mortalité observée est liée à un affaiblissement en lien avec la fonte musculaire qu'on observe lors des alitements prolongés.
Et puis, comme le rappelait Bernard, hein, en vieillissant, on perd tous et toutes un peu de muscle. Et donc, si on pouvait limiter cette perte musculaire, ça serait bien. Et donc, cette utilisation potentielle de l'ours comme inspiration pour trouver de nouvelles thérapeutiques, c'est quelque chose que vous avez pu voir si vous êtes baladé dans le métro parisien il y a quelques années, où il y avait ce type d'affiche, où effectivement, on va utiliser les leçons que nous donne l'ours en période hivernale pour essayer de conserver le muscle dans l'espèce humaine. Je ne peux pas m'empêcher de vous ramener un petit peu vers l'épaule, où je vous ai montré des résultats tout à l'heure sur les manchots. Mais si on passe sous l'eau, on va trouver aussi une richesse animale phénoménale. On va trouver notamment des poissons. Notamment ici le poisson des glaces, de son petit nom Chionodroca amatus. C'est le poisson des glaces. C'est un poisson qui présente plein de particularités. Notamment la première, c'est que si vous prélevez son sang, il est limpide, il est transparent. C'est un poisson qui, au cours de son évolution, a perdu le gène qui code l'hémoglobine. Et donc son sang, c'est celui de droite, il est absolument limpide. Par comparaison au sang de n'importe quel poisson qu'on a ici. Donc première adaptation phénoménale, il a perdu l'hémoglobine. Et pourtant il s'en sort. Pourquoi il s'en sort? Parce que les eaux très froides qui bordent le continent antarctique sont très riches en oxygène. Donc il n'avait pas besoin de l'hémoglobine, le gène s'est perdu. Sauf que s'il fait très froid, eh ben, il faut survivre au froid. Et il ne faut pas geler. Parce que si l'eau des cellules gèle, ben les cellules meurent et le poisson aussi. Quelle solution a trouvé ce poisson pour résister au gel? Il va synthétiser des protéines antigel. Des protéines qui s'opposent à la formation des cristaux de glace dans les cellules. Ce sont des protéines particulières dont les extrémités s'insèrent entre les cristaux de glace en formation, ce qui va limiter l'extension des cristaux de glace lorsqu'ils commencent à se former. Et le poisson va pouvoir vivre à des eaux de mer dont la température descend jusqu'à -1, -2 degrés. Ça ne gèle pas encore parce qu'elle est très salée, l'eau autour du continent antarctique. Et bien, le poisson se défend du gel en produisant ces protéines antigel. Ouvrant de nombreuses applications, de nouveau pour conserver des produits thérapeutiques sans les congeler, pour stabiliser des produits sanguins, pour prolonger leur durée de vie, pour conserver les greffons, et dans l'industrie agroalimentaire, pour conserver des aliments. Vous voyez que là encore, cette espèce animale a des choses à nous apprendre. L'inconvénient, c'est que les cristaux de glace enveloppés de ces protéines sont conservés. Puisque la température de l'eau de mer, elle ne passe pas au-dessus de 0, les cristaux de glace, une fois qu'ils sont formés, ils restent. Donc on ne sait pas bien encore comment le fait l'animal pour se débarrasser de ces cristaux de glace qui ont été formés, il se les garde, mais vous voyez qu'il y a encore des choses à découvrir chez ces poissons-là. Est-ce qu'on pourrait améliorer de nouveau la robustesse des produits? En permettant un gel total. Certaines espèces animales sont capables de supporter la congélation. En particulier les amphibiens, les grenouilles, qui pendant l'hiver, pour certaines espèces, vont supporter une congélation, pas totale, mais au moins des 2/3 de leur corps. Ça donne ça comme aspect quand elles sont actives, lorsqu'il fait chaud. Je remercie Yann Voition qui m'a passé ces diapos, il est professeur d'écophysiologie à l'université Claude Bernard. Donc ces grenouilles-là, lorsqu'elles sont actives, elles ressemblent à ça. L'hiver, elles ressemblent à ça. C'est-à-dire qu'elles sont quasiment entièrement congelées. Aux 2/3, leur corps est congelé. Vous les touchez, c'est dur. Et donc, on va trouver ces grenouilles qui adoptent ce type de stratégie pendant l'hiver, beaucoup au Canada, en Alaska. Et les premiers colons de ces zones-là, qui l'hiver avaient des difficultés pour trouver de la nourriture, ont été bien contents de trouver ces grenouilles congelées pour les manger. Et ils pensaient qu'elles étaient mortes. Et donc, ils les ont fait réchauffer gentiment à la poêle pour les décongeler. Et qu'est-ce qu'elles ont fait une fois décongelées? Elles sont sorties, elles ont sauté en dehors de la poêle. Donc, c'est une congélation réversible. Ça se pose le problème, comment font ces organismes pour supporter la congélation? C'est cette
résistance à la congélation est liée beaucoup à l'augmentation phénoménale de la concentration en glucose dans l'organisme. En fonction du temps, lorsque la température de la grenouille diminue en dessous de zéro, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer une augmentation phénoménale de la concentration en glucose dans le sang. Un diabète massif est protecteur dans cette situation-là. Ça, c'est un message pour Bernard. Qu'est-ce qu'il faut pour faire autant de glucose? Eh bien, il faut que la grenouille ait stocké du glycogène dans son foie. Et juste avant l'hiver, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va augmenter sa prise alimentaire pour augmenter son stock de glycogène pour être capable de produire autant de glucose lorsqu'elle va entrer en congélation. Elle va aussi développer une stratégie de récupération de l'urée et elle va profiter de son microbiote intestinal pour tirer de l'énergie à partir de l'urée parce qu'il va quand même falloir qu'elle reste un peu vivante. Au moins pour certains tissus qui restent un tout petit peu actifs, même si la quasi-intégralité, les 2/3 de l'organisme sont complètement gelés. Vous voyez que là encore, ces espèces-là sont source d'inspiration. On pourrait essayer d'imaginer des solutions pour conserver des greffons, des produits biologiques. On n'en est pas encore à réveiller des gens qui se sont laissés congeler. Il paraît qu'il y a des Américains qui sont stockés là, dans les cuves de congélation aux États-Unis, en espérant qu'un jour on trouve des solutions pour les ranimer à la vie. Bon, si on n'a pas prévu le coup avant, je pense que ça va être difficile quand même. Mais vous voyez que les grenouilles, elles, y arrivent. Est-ce qu'on pourrait trouver de nouvelles molécules encore thérapeutiques, par exemple des anticancéreux? On est assez pauvre en molécules anticancéreuses alors que cette pathologie, malheureusement, devient assez fréquente maintenant, et notamment chez les plus jeunes, ce qui commence à poser des soucis. Eh bien, certains organismes sont particulièrement résistants au développement d'un cancer, et de façon surprenante, comme les éléphants. Pourquoi c'est surprenant que ces gros animaux ne développent pas de cancer? Parce que le cancer est lié à des mutations au niveau de l'ADN qui entraînent une prolifération non contrôlée de ces cellules. Et l'éléphant, il est gros, donc il a plein de cellules. Donc il a dû faire beaucoup de divisions cellulaires pour fabriquer toutes ces cellules. Donc à chaque fois, des risques de créer des mutations. Et puis, il vit très longtemps, et on sait que plus on vit longtemps, plus on a des chances de développer des cancers. Et bien l'éléphant, de façon surprenante, développe beaucoup moins de cancers que l'espèce humaine ou que la souris. C'est lié à quoi? Vous voyez que ça date de pas très longtemps. Dans les années 2018, on s'est rendu compte de quoi? Que l'éléphant a conservé dans son génome un grand nombre de copies de gènes qui codent pour des molécules qui permettent à ces cellules de résister à la cancérisation. Si la cellule est susceptible de développer un cancer parce qu'il y a une mutation qui a été induite dans son génome, la cellule va être détruite par ces systèmes de réparation. Et le génome de l'éléphant contient beaucoup plus de gènes, de 6 à 20 fois plus de gènes, qui codent pour des protéines impliquées dans la protection contre le développement cancéreux. Donc l'éléphant a encore des choses à nous apprendre. Est-ce qu'on peut utiliser ces découvertes-là pour en faire de nouvelles stratégies thérapeutiques? Le loup, que j'avais mis dans ma fresque là. Pourquoi est-ce que le loup peut être une source d'inspiration? Eh bien parce qu'après l'accident de Tchernobyl, la catastrophe de Tchernobyl, un bon nombre de régions ont été abandonnées par l'espèce humaine, mais des espèces animales les ont recolonisées. Notamment des hordes de loups qui ont colonisé des zones radioactives. Et ces animaux vont être exposés à des doses largement supérieures aux doses à risque chez l'homme. Alors ok, il y a des différences de sensibilité aux doses de radioactivité entre les espèces, mais là, on a quand même des doses massives. Et ces espèces sont plutôt en voie d'expansion dans ces zones-là, elles ne sont pas dérangées par l'espèce humaine. Comment font-elles pour résister à cette radioactivité? Alors, il y a eu un programme lancé par une jeune américaine qui a posé des capteurs pour voir le déplacement de ces loups, qui a fait des prélèvements sanguins pour étudier si le système immunitaire était affecté, si des gènes particuliers avaient été sélectionnés face à ces contraintes environnementales. Et effectivement, elle a vu qu'il y avait, comme chez l'homme exposé à la radioactivité, une déficience du système immunitaire, mais une résistance au développement des cancers. Et ces résultats ont été montrés il y a quelques semaines, c'est tout récent, aux États-Unis lors d'un congrès scientifique. Malheureusement, la guerre en Ukraine a causé l'arrêt de ce programme de recherche, mais elle espère que sur les échantillons ramenés, elle pourra identifier des gènes potentiels
qui confère à l'animal la résistance à la cancérisation. Un autre exemple que je n'ai pas eu le temps de rajouter là-dessus, dans le venin de certaines araignées, on a trouvé des molécules anticancéreuses. Vous voyez qu'on peut multiplier les exemples comme ça, où les animaux ont des leçons, des choses à nous apprendre pour résister à des thérapeutiques. Pour revenir à des choses plus personnelles que j'ai étudiées au cours de ma carrière, est-ce que les manchots, toujours si on revient quand même à ces oiseaux emblématiques, peuvent nous inspirer des choses pour lutter contre, on parlait de l'obésité tout à l'heure, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver chez les manchots des leçons pour mieux brûler les graisses? Et qu'est-ce qu'on a utilisé comme protocole pour étudier ça? Le passage en mer des jeunes manchots. Les premiers mois de vie après l'éclosion des jeunes manchots, c'est à terre. L'oiseau n'est pas suffisamment développé pour passer en mer. Donc pendant presque un an, l'oisillon, qui devient déjà gros au bout d'un moment, vit à terre. Mais à un moment, il faut qu'il passe en mer, parce que la nourriture, elle est en mer. Et donc ce passage en mer est très difficile. Vous imaginez qu'il faut passer dans une eau qui fait 2 à 3 degrés, il va falloir y nager, y rester longtemps, on aurait bien du mal à y survivre plus de quelques heures, nous. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour étudier ça? On a fait des prélèvements sur des oiseaux avant et après le passage en mer. Et on a regardé les gènes qui étaient modifiés dans leur expression. On a regardé les protéines qui étaient modifiées, l'activité enzymatique qui était modifiée. On a regardé le fonctionnement des mitochondries. Ce sont les petites centrales énergétiques qui sont dans les cellules. On a regardé sur l'animal entier ce qu'il y avait des différences. Alors, pour faire courte, une histoire un peu compliquée quand même, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé qu'après passage en mer, les oiseaux développent une capacité énorme à brûler les lipides. Ils utilisent majoritairement leur graisse. C'est-à-dire que pour eux, pour les manchots, l'obésité, ce n'est pas un problème. Ils savent gérer des obésités transitoires sans souci. Ils savent brûler les lipides, ce que nous, on a du mal à faire, à moins de faire des exercices endurants très prolongés. Le manchot, lui, il a trouvé la solution. Pour partie, c'est lié à l'adaptation au froid, c'est lié à l'adaptation à l'exercice. Pour parcourir les milliers de kilomètres lorsqu'il nage, il faut quand même y aller à la force des nageoires, ici. Des ailerons en tout cas. Donc le manchot, lui, a développé une stratégie pour améliorer sa capacité à brûler les graisses. Mais ce qu'on a trouvé dépasse simplement cette affaire-là. De nouveau, en utilisant la stratégie, on regarde ça à différents niveaux, du gène jusqu'à l'animal entier. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une très forte augmentation de la capacité à résister au stress oxydant, c'est-à-dire les conditions qui conduisent au vieillissement des cellules. Le manchot, après être passé en mer, a développé ses capacités de défense antioxydantes, il a réduit ces processus qui conduisent au stress oxydant, il a amélioré sa résistance au stress oxydant. Et c'est une espèce très longévive qui va vivre des dizaines d'années, alors qu'il vit dans un milieu très pro-Occident. Pourquoi pro-Occident? Parce qu'il plonge. J'ai dit qu'il fallait aller loin pour trouver les proies, mais elles ne sont pas à la surface. Il va falloir plonger pour les trouver. Et vous voyez que si on regarde en fonction du temps, en implantant des capteurs sur l'animal, on peut suivre à quelle profondeur il doit plonger pour trouver les proies. Donc le premier jour, il va à peine jusqu'à 100 mètres, mais après, il va dépasser 200 mètres de profondeur où il va trouver ses proies. Et il plonge en apnée. Il retient sa respiration, il plonge. Lorsqu'il revient respirer, il va retrouver l'oxygène en respirant dans l'air. Mais il va y avoir des transitions entre des périodes où il n'y a pas beaucoup d'oxygène dans le sang, des périodes où il y a beaucoup d'oxygène dans le sang. Des périodes d'anoxie, réoxygénation, qui sont propices à générer du stress oxydant. À ce moment-là, on peut imaginer qu'il ait besoin effectivement de développer ces stratégies où il améliore ses capacités antioxydantes. Comment il le fait? C'est ce qu'on recherche encore à l'heure actuelle. Mais ça pourrait nous donner une inspiration pour limiter peut-être les effets de l'âge, en tout cas les processus oxydatifs qu'on va trouver aussi dans certaines réactions inflammatoires, dans des maladies chroniques. Donc de nouveau une source d'inspiration thérapeutique. Donc vous voyez que l'observation du vivant peut conduire à une source multiple d'inspiration pour de nouvelles approches thérapeutiques. Il suffit de savoir observer. Il faut aussi imaginer
et identifier des mécanismes qui permettent d'expliquer ça. Il faut être capable de faire des hypothèses, en tirer des conclusions qu'on va pouvoir tester par l'expérience. On peut faire des expériences pour vérifier, on peut les interpréter, on peut conclure. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est la méthode expérimentale qu'a décrit Claude Bernard pour étayer un résultat scientifique. Il faut passer par cette démarche très rigoureuse pour tester des hypothèses. Alors, essayons de préserver la biodiversité autour de nous, non seulement dans ces milieux polaires, très fragiles à l'époque du réchauffement climatique. L'année dernière, il a fait 23 degrés sur la péninsule antarctique, plus 23 degrés. Ces oiseaux sont pas du tout, les manchots ne sont pas du tout adaptés à ça. Et donc les milieux polaires sont à risque à l'heure du réchauffement climatique. Et pourtant, ces espèces, elles peuvent nous inspirer des solutions. Donc essayons de conserver et de préserver ces milieux magnifiques. Mais je parle des milieux polaires, mais on pourrait parler des milieux tropicaux, la forêt tropicale qui souffre parce qu'on la détruit. Et pourtant, elle est une source de diversité biologique qu'il faut préserver. Merci de votre attention.